Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous signale tout de suite que Paris Match a été informé de cette réunion et vous avez le roman de Frida dans Paris Match d'aujourd'hui. On ne va pas vous le dédicacer, mais enfin, c'est intéressant. Nous poursuivons donc ce soir le cycle des entretiens d'ici, consacré à l'intimité des grands personnages, et cette année, nous abordons le rôle de l'art à travers des témoignages et un regard sur l'œuvre de certains d'entre eux. Ainsi, nous avons reçu l'auteur Joseph Pontus le mois dernier, qui nous a fait partager son expérience de la vie d'usine. Nous avons évoqué avec lui la littérature comme ressource vitale lors de ses années harassantes en tant qu'ouvrier. L'écriture qui lui a offert une échappatoire est devenue un besoin impérieux jusqu'à transformer complètement sa vie grâce au succès qu'il connaît. J'avoue que vous étiez là pour beaucoup, non ? Depuis la parution de son ouvrage. Aujourd'hui, nous évoquons la peinture à travers la vie et l'œuvre de Frida Kahlo, qui sont indissociables. Artiste désormais reconnue dans le monde entier, elle est célèbre pour ses autoportraits, où elle met en avant sa souffrance physique, mais aussi ses passions et son pays, le Mexique. Dès son enfance, son corps subit des traumatismes. Ainsi, à l'âge de 6 ans, elle est victime d'une poliomyélite. Handicapée par une jambe droite qui s'atrophie, elle doit supporter le surnom dont l'affublent ses camarades de classe, Frida la boiteuse. Puis sa vie bascule le 17 septembre 1925, quand elle est victime d'un terrible accident de tramway qui la laisse gravement blessée. Transpercée par la barre en fer d'un autobus, son abdomen est perforé, son dos blessé, elle est contrainte à de multiples opérations chirurgicales et à l'alitement. Pour pallier l'ennui, la douleur, le manque d'activité, sa mère installe un miroir au-dessus de son lit. Elle peut ainsi se servir de son reflet comme modèle et entamer une longue série d'autoportraits qui marquent sa carrière et son identité artistique. Femme moderne, elle se porte en défenseur de la condition et de l'émancipation des femmes mexicaines. Femme engagée, elle s'inscrit au Parti communiste mexicain en 1928 et offre l'asile politique au révolutionnaire communiste Trotsky et à son épouse en 1937. Elle profite alors de sa peinture pour délivrer des messages et va jusqu'à affirmer son anti-américanisme dans son autoportrait à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, 1932. Avec son corps traumatisé, la souffrance devient sa compagne la plus fidèle, sa peinture le porte-parole de cette douleur. Elle se représente ainsi à l'image d'autres artistes dans des conditions extrêmes. Pensons à Van Gogh ou Rembrandt par exemple. Ces traumatismes lui inspirent de nombreuses œuvres, la mettant en scène dans des corps malades et torturés. La colonne brisée de 1944 notamment dévoile ses blessures au grand jour. Son visage baigné de larmes surmonte un corps coupé en deux et encerclé d'un corset blanc. Le jeu sémantique autour de la colonne, qui renvoie à la colonne vertébrale et à la colonne en pierre d'une architecture, résonne des divers fragments issus d'une cassure qu'on imagine irrémédiable. Votre éclairage sur toutes ces subtilités nous sera précieux, cher Marie-Paul Vial, vous qui êtes conservateur en chef honoraire du patrimoine. Après plusieurs années passées à la tête du musée des Beaux-Arts de Marseille, vous avez assuré la direction des musées de la cité phocéenne, puis celle du Musée national de l'Orangerie à Paris, où vous avez été commissaire, entre autres, des expositions Soutine en 2012, Frida Kahlo, Diego Rivera, L'art en fusion en 2013, où la relation tumultueuse entre Frida et Diego Rivera était notamment évoquée. Mentionnons quelques-unes de vos expositions, la peinture en Provence au XVIe siècle en 87-88 à Marseille, suivi d'autres manifestations, parmi lesquelles Pierre Puget, sculpteur, peintre, architecte en 94, Sous le soleil exactement, la peinture en Provence de Vernet à Braque en 2005, ou encore le grand atelier du Midi de Van Gogh à Bonnard dans le cadre de Marseille, capitale européenne de la culture, en 2016. Plus récemment, vous avez été commissaire d'une exposition à la Fondation MAPF à Madrid, Redécouvrir la Méditerranée. Avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que nous évoquerons une autre grande artiste, Camille Claudel, avec Anne Delbé, tragédienne, metteur en scène, directrice de théâtre et écrivain française, le jeudi 7 novembre prochain,
à toutes, à tous, une agréable et enrichissante soirée. Merci, monsieur le maire. Appuyez. Ah, non. Voilà. Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci de cette présentation tout à fait sympathique et élogieuse à mon égard. Vous avez eu l'amabilité de rappeler quelques petits faits de ma très longue carrière au service des musées de France. Merci beaucoup de m'avoir invité à parler de cette artiste merveilleuse dont vous avez déjà esquissé des lignes importantes de sa vie tout à fait passionnante, extraordinaire. Frida Kahlo est un peintre tout à fait à part, pour beaucoup de raisons, dont certaines que Monsieur le maire a déjà un peu esquissées. Je pense que si vous êtes venus nombreux ce soir, c'est plus pour elle que pour moi, mais je ne m'en offusque pas du tout. Comme quand je dirigeais le musée de l'Orangerie, donc ici même à Paris, j'avais donc organisé cette exposition Frida Kahlo et Diego Rivera, car nous verrons que les deux personnalités sont indissociables à bien des égards et pour bien des raisons. Et comme je le disais tout à l'heure à Monsieur le maire, cette exposition avait eu un succès absolument extraordinaire et de mon bureau, je voyais la file d'attente des visiteurs qui faisaient carrément le tour de l'Orangerie. Je suppose que vous connaissez ce musée. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à y aller car c'est un musée absolument merveilleux. Et donc, c'est dire le succès. Je pense que c'est une des peintres, d'abord c'est la peintre la plus célèbre au Mexique, ça c'est indéniable, absolument indéniable, et c'est probablement une des figures de la peinture moderne la plus connue aussi, non seulement au Mexique, mais largement en dehors du Mexique. Il n'est qu'à voir le nombre de publications, dont la dernière que mentionnait Monsieur le maire à l'instant, le nombre de publications sur sa vie et son œuvre, qui sont elles aussi totalement indissociables, c'est depuis les années 30. On a commencé à exposer des œuvres, elle était encore vie en 1931, et depuis lors, les expositions ne cessent pas. Régulièrement, il y a des expositions des œuvres de Frida Kahlo en Allemagne, en Angleterre, en France, aux États-Unis. Enfin, elle est extrêmement populaire. La bibliographie, c'est des pages et des pages d'ouvrages, à la fois des ouvrages savants, à la fois des ouvrages un peu plus romancés. Je pense au très bel ouvrage de Jean-Marie Leclésio, sur la relation d'ailleurs entre Diego et Frida, que vous avez peut-être lu. Plus récemment encore, au moment où nous faisions l'exposition, je l'avais d'ailleurs invité, Gérard de Cortance, qui est un de nos grands écrivains, avait publié chez Albin Michel aussi un ouvrage consacré, une biographie consacrée justement à Frida Kahlo et toujours à Diego Rivera, car nous allons voir à quel point ce couple fusionnel, on a du mal à séparer ces deux personnalités. Donc Frida Kahlo, vous m'avez invité à parler d'elle comme peintre. Quand nous avons fait l'exposition, c'était très difficile à un moment donné comment vous dire ça? On connaît la vie de Frida Kahlo. Elle en a parlé, elle a tenu un journal intime, elle a beaucoup écrit, on a de ses correspondances, il y a des témoignages de l'époque. On a fait tous ces ouvrages sur elle. Donc, d'une certaine manière, c'est quelqu'un qu'on a l'impression de connaître parfaitement. On a l'impression de la connaître depuis toujours. Enfin, c'est un être presque familier. Mais il y a un danger parfois à aborder l'histoire, l'œuvre d'un peintre uniquement à travers ce prisme ce filtre peut-être de la biographie, qui, du coup, va un peu occulter l'œuvre. On va parler de la femme, on va parler de sa vie, on va parler de sa beauté, vous allez voir, tout ça, mais l'œuvre, il faut quand même considérer l'œuvre en tant que telle, et si on met la biographie un peu trop en avant, on risque d'aborder l'œuvre d'une manière un peu plus, comme si elle était uniquement illustrative ou un peu anecdotique. Et nous avions eu ce souci quand nous avons préparé l'exposition, donc pour 2013, nous l'avions préparée avec des collaborateurs avec le Mexique, en collaboration avec un musée où sont conservées beaucoup d'œuvres de Frida Kahlo, le musée de Dolores Olmedo. Et donc, on avait ce souci de dire, attention, c'est quand même aussi, c'est pas seulement une femme qui a souffert dans son corps, qui a souffert
dans sa relation à un homme qui était un ogre, c'est aussi un peintre. Et donc, méfions-nous de bien parler aussi d'elle comme d'une grande artiste. Alors, c'est ce que je vais tenter de faire ce soir. J'espère que je vais y arriver. Monsieur le maire nous a déjà dit à quel point cette femme avait eu une vie absolument incroyable. C'est une artiste populaire. Elle n'a pas beaucoup peint, pour les raisons qu'on va explorer tout à l'heure, au cours de la conférence, puisque c'est un corps souffrant, elle est malade, elle subit durant sa vie, tenez-vous bien, 22 opérations. C'est pas très bien qu'il subirait autant d'opérations, et en gardant le sourire la plupart du temps, et en témoignant toujours d'une grande joie de vivre. Et donc, elle est quand même souvent et à l'hôpital, et alité, et malade, etc. Elle suit son mari qui va aussi beaucoup voyager, qui va aux États-Unis, et donc son œuvre, son corpus d'œuvres ne s'élève qu'à 240 tableaux, ce qui est très peu. Un peintre, c'est plutôt 2500 que 240, enfin entre 2000 et un peu plus de 2000. Donc 240, c'est vraiment très peu. Sur les 240, elle se représente 82 fois. Et ça, c'est dans la masse. Et dans ces 82 fois, il y a 72 autoportraits qui sont vraiment, donc, là, ce regard qu'elle porte sur elle-même. Elle est née dans un petit... Elle est née, on pourra dire une banlieue à côté de Mexico, Coyoacán. Très joli endroit. Des petites maisons avec jardin, où elle est née. Dans cette maison, la Casa Azul, où elle mourra d'ailleurs. Son père, Guillermo Caló, en réalité, Guillaume Caló, est originaire d'Allemagne. Il a immigré et il va épouser Matilda Calderón. Et elle va naître en 1907, notre amie. Et Frida invente sa peinture, invente sa vie. Elle en fait effectivement un récit. Elle fait de son œuvre un récit autobiographique. C'est aussi la raison pour laquelle, malgré tout, c'est difficile de séparer l'autobiographie de son œuvre, parce qu'elle le dit elle-même. Sa vie, son œuvre, c'est le récit de sa vie. Et d'ailleurs, Diego Rivera a cette très très belle phrase. Il dit qu'elle peint sa vie. Voilà. Et donc, c'est difficile de séparer les deux. Donc, elle construit son œuvre comme un récit, mais elle construit aussi sa vie. Imaginez, elle est née en 1907 et elle va jamais dire qu'elle est née en 1907. Elle va pas chercher, elle va dire qu'elle est née en 1910 pour une raison simple, c'est que 1910 c'est l'année de la Révolution. Et donc elle veut dire qu'elle est née avec la Révolution, avec ce nouvel élan, ce nouveau Mexique qui va renverser les despotes, qui va permettre de reparler de la mexicanité. On va voir à quel point pour elle c'est important. Et donc ça commence déjà là, vous voyez. Donc vous rappeliez, monsieur le maire, cette enfance douloureuse, parce que dès l'âge de 6 ans, donc bien avant le terrible accident du tramway, elle a probablement une atteinte de poliomyélite. Et son père, c'est formidable parce que son père va l'obliger à faire du sport, à marcher, à faire du vélo, à faire du patin à roulettes, etc. Et elle va arriver à surmonter ce handicap. Sauf que ses petits copains l'appellent pata de polo, ce qui en bon français signifie jambe de bois. Son père est un homme très cultivé, il est photographe de formation, ce qui expliquera aussi la formation du regard de Frida Kahlo, ce qui expliquera aussi sa passion elle-même pour la photographie, comme on vient de le découvrir. Et donc elle va être formée par cet homme extrêmement cultivé, qui est un grand lecteur de Schopenhauer, qui va l'initier d'ailleurs à la philosophie. Elle sera elle-même ensuite une bonne lectrice de Schopenhauer, mais aussi de Bergson. Elle lira aussi Freud. Enfin, c'est une femme extrêmement cultivée. Ses parents l'encouragent et en fait, elle voudrait faire des études de médecine. Et grâce à la Révolution, précisément, enfin, l'accès aux grandes écoles préparatoires et aux universités est rendu possible pour les demoiselles. Et donc, elle va commencer sa prépa, comme on dit tout simplement, et elle se destine donc à ce métier. Elle s'intéresse quand même à ce qui se passe dans le pays, parce que tous ces jeunes gens
Ils sont mixtes, ils sont une bande de copains qui font cette prépa, et ils sont évidemment très romantiques. Ils sont aussi tous attirés par le marxisme, ils sont pour la révolution, ils sont pour que les paysans retrouvent leurs terres. Ils sont aussi pour qu'on essaie de pas toujours imiter l'Europe, mais qu'on retrouve ses racines. C'est très important. Et donc, elle est dans ce mouvement-là. Et le jour de l'anniversaire de la Révolution, le 17 septembre 1925, elle est dans un tramway, donc avec un de ses amis, Alejandro, qui est son premier amour aussi, premier amour de jeunesse. Elle est dans ce tramway qui va être percuté par un autobus et qui va être une chose absolument extraordinaire. Pour elle, la vie son corps éclate, mais sa vie aussi, hein, en quelque sorte. Et alors, cet accident épouvantable, alors qu'elle n'a que 19 ans, eh bien, écoutez, je vais vous décrire juste un tout petit peu. Triple fracture de la colonne vertébrale, fracture de la clavicule, fracture de la 3e et 4e côte, luxation de l'épaule gauche, triple fracture du bassin, perforation de l'abdomen et du vagin, 11 fractures dans la jambe droite, 10 dislocations du pied droit. Et elle dira d'ailleurs, c'est ce jour-là que j'ai perdu ma virginité, parce qu'effectivement, elle est transpercée par la perche. Donc on imagine, voilà. Et donc, c'est un corps en morceaux que les secours vont ramasser, conduire à l'hôpital. Et d'ailleurs, les médecins qui vont s'occuper d'elle pensent qu'elle ne va absolument pas s'en sortir, que c'est impossible avec tout ça, si vous voulez. Mais il est évident tout de suite que cette femme a une volonté de faire. Elle va passer 1 mois à l'hôpital. Elle va pas s'en remettre, on va pas dire ça, parce qu'elle en sauvera toute sa vie. Mais elle va quand même surmonter l'épreuve. Elle va retourner chez elle en convalescence. Et c'est là, comme l'évoquait tout à l'heure Monsieur le maire, que sa mère a l'idée d'installer un lit sur roulette à baldaquin avec un petit miroir. Et elle dit elle-même, elle le dit à Gisèle Freund, qui est cette grande photographe qui va venir très très souvent la photographier. Elle dit elle s'ennuyait, elle a commencé à peindre parce qu'elle en avait assez d'être couchée et de ne rien faire. Et c'est comme ça que petit à petit, elle a commencé à peindre. Elle dit aussi une chose très étonnante. Elle dit que comme elle était jeune, cet accident, qui était pourtant épouvantable, ne prenait pas tant d'importance que ça dans sa vie. Et déjà, elle est dans une idée de surmonter les choses. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, elle dit, elle abandonne la médecine. Au lieu d'étudier la médecine, et sans m'en rendre compte, je commençais à peindre. Et alors, effectivement, elle commence à peindre des autoportraits. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce petit miroir au-dessus de son lit et que son sujet, on lui a reproché parfois d'avoir peint autant d'autoportraits comme si c'était un narcissisme un peu développé, un peu trop développé, mais elle répond, mais j'étais mon seul modèle et donc elle peint, elle se peint, voilà. Et après elle en fera un exercice très intéressant aussi d'introspection, et beaucoup plus savant que des simples autoportraits. Elle avait rencontré Diego Rivera, qui va être l'homme de sa vie, une première fois en 1922, quand elle était avec ses petits copains de la fac, si vous me permettez le raccourci, parce qu'il est en train de peindre des fresques, et elle les avait rencontrés. Alors, pardon, excusez-moi, vous voyez les photos ? Voilà, c'est bon, on y va ? Alors, là, vous avez son premier autoportrait, précisément, 1926, 1 an après l'accident de tramway. Elle peint ce très très beau autoportrait. On voit déjà là une maîtrise de la peinture, absolument. Elle dit, en parlant de ce portrait qu'elle dessine à son amoureux, Alejandro, elle lui dit qu'elle a peint ce tableau comme c'est son Botticelli, voilà. Et effectivement, vous voyez le cou très long, très fin, et elle y a déjà là les premières caractéristiques qui vont la rendre aussi célèbre. C'est ce fameux sourcil en aile de corbeau, très noirs et qui sont rejoints à la base du nez. Et ensuite, ses yeux très très noirs, ses cheveux très noirs.
Et cette main très longue et très belle. Et alors ce cou, effectivement, qui est tout à fait maniériste. Et là, déjà, on se rend compte que cette jeune femme, d'abord, elle s'est dessinée très bien, elle s'est peinte très bien, et elle a une vraie culture visuelle. Parce que pour peindre ça, il fallait avoir vu effectivement des reproductions d'œuvres de Botticelli, d'œuvres de Bronzino, enfin d'œuvres des grands artistes maniéristes italiens, c'est évident. Et avoir vu aussi un petit peu d'art liberty, car regardez la mer derrière, ces vagues qui s'enroulent comme ça fait effectivement penser au style liberty. Donc cet autoportrait, elle le destinait à son amoureux. Finalement, ses parents, il ne l'aura jamais, ses parents éloignent à les rendre pendant un certain temps. Quand elle était jeune, donc elle avait déjà rencontré une première fois, j'ai dû mettre, pardon, attendez, c'est ici que ça se passe, voilà. Et voilà son amoureux qu'elle peint en 1928, à qui elle aurait bien voulu offrir ce tableau, mais qui en fait restait en sa possession. Beaucoup de tableaux que je vous montre, vous allez voir, sont en collection particulière, parce que beaucoup de tableaux sont restés en collection particulière, précisément au Mexique, et plus précisément à Mexico et dans ses environs. C'est grâce à ces collectionneurs, d'ailleurs, que nous avions pu faire cette exposition. Donc là, on a un portrait très sobre, très simple, mais traité, là encore, avec beaucoup de finesse. Regardez le jeu des ombres, regardez le jeu des volumes. Donc c'est déjà, là, toute jeune, quelqu'un qui a vraiment une maîtrise de la peinture. Elle a 19 ans, elle prétend en avoir 16, on va lui laisser. Un an après l'accident, pile, anniversaire, 17 septembre 1926, elle raconte. Vous voyez que déjà, elle va commencer à raconter sa vie à travers des dessins, à travers des peintures. Elle raconte ce terrible accident, donc il y a une sorte de chaos là en haut, et puis elle se représente elle-même tout en bandage, avec tous ces bandages, la Croix-Rouge qui arrive, Cruz Roja, et voilà, donc elle se remémore tout ça pendant qu'elle est encore, évidemment, en convalescence. Vous parliez de ce tableau. Donc, je ne respecte pas la chronologie, ne m'en vouillez pas, je vais plutôt aller vers des analyses pour bien comprendre ce personnage extraordinaire. Donc, elle se représente ici avec cette fameuse colonne brisée, qui est évidemment une métaphore à double titre. Vous l'avez dit, monsieur le maire, la colonne brisée, colonne vertébrale. Elle se représente dans un paysage tout à fait étrange et désertique, de face, très frontalement, avec ce corset qu'elle va réellement porter. Elle est opérée, elle a été opérée des tas de fois, et elle a été opérée plusieurs fois. Et pour maintenir sa colonne vertébrale, on avait conçu un corset de plâtre, carrément, donc elle ne pouvait pas l'enlever, et par la suite un corset de fer. Voilà. Et cette image, elle se représente là un peu comme un Saint-Sébastien aussi, c'est une image de martyr. Alors ce ne sont pas des flèches, ce sont des clous, les clous, la métaphore des clous, les clous de la douleur qui sont représentés là. Et ce tableau est un tableau probablement un des plus célèbres de Frida Kahlo, probablement un des plus célèbres de la peinture contemporaine. Il a fait une fortune, une fortune critique. Et il a inspiré, comme elle a inspiré beaucoup de créateurs, il a inspiré un créateur français que vous connaissez bien, qui est Jean-Paul Gaultier, qui a fait des corsets en s'inspirant de cette fameuse colonne brisée. Frida Kahlo a déclenché pratiquement, dès son vivant, ce qu'on pourrait appeler une Fridamania. Et cette Fridamania ne s'est jamais démentie, puisque vous voyez, là j'évoque le cas de Jean-Paul Gaultier. C'est une image terrifiante en même temps, parce qu'elle ces clous, ces pleurs, ces larmes qui sont presque comme des larmes, presque comme des larmes de lait, tellement ils sont évidents là. Et elle va effectivement, depuis son accident et pendant pratiquement toute sa vie, exprimer cette douleur, mais pas que, et c'est ça qui est intéressant. Elle a rencontré Diego Rivera en 1922 pour la première fois. Elle est encore une jeune étudiante qui porte sa casquette et sa petite jupe plissée. Et après son accident, puisqu'elle se met à peindre, elle va venir voir ce grand
peintre, ce grand maître, c'est un muraliste. Il a couvert les grands édifices publics de fresques, de peinture murale, toutes évidemment sur des thèmes de l'histoire de la Révolution. Ils sont tous engagés au Parti communiste. Ils sont marxistes. Vous voyez d'ailleurs, le marteau là aussi est là. Et donc, il montre on arme les gens pour l'émancipation des peuples, pour la Révolution. Et vous voyez la petite Frida. Là, vous la voyez là, debout, elle est là. Elle sera pratiquement sa muse et elle va être à peu près dans tous ces grands cycles de fresques. Elle vient le voir et elle a du culot, elle l'appelle, il est sur son échafaudage et elle lui demande de descendre et elle lui dit qu'elle veut peindre. Voilà. Et leur histoire va commencer comme ça. Voilà. Et elle veut peindre, il est séduit, il est déjà marié, il est beaucoup plus âgé qu'elle. Hein. Elle est née en 1907, donc lui en 1886. C'est quand même une assez grande différence. Et il est séduit par cette femme jolie, fragile, et qui semble avoir une volonté de faire. Et donc il se marie en 1931. Un peu au désespoir des parents et du père de Frida, qui a beaucoup d'affection pour sa fille, qui soigne, voilà, enfin, sa petite Frida, hein, et c'est une chose absolument terrible pour eux, et peut-être que certains d'entre vous savent ce qui a été dit, ce qu'ont dit les parents au moment du mariage, c'est le mariage de l'éléphant et de la colombe. Et effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer un des petits-fils de Diego Rivera, et nous lui avions d'ailleurs demandé un texte dans le catalogue pour l'exposition de l'Orangerie, Juan Rafael Coronel Rivera, et qui a écrit un texte tout à fait formidable, qu'il a carrément intitulé « Les anormaux ». Et c'est vrai, ce couple est un couple anormal à tout point de vue. Dans l'échelle, lui, il est immense, il est gros, il finira obèse et très malade. Elle est fine, et plus elle vieillit, et plus elle est de plus en plus fine et de plus en plus légère et maigre et souffrante. Lui, c'est un ogre, il aime la vie, il aime les femmes, il va la tromper abondamment d'ailleurs. Elle ne va pas se priver non plus, pour dire. Et donc, voilà. Et alors, ce qui est important dans cette affaire-là, c'est que il est ce peintre qui parle de la Révolution, qui parle de l'histoire du Mexique, à un moment où le Mexique essaie de construire en quelque sorte un concept qui est celui de mexicanité, de réfléchir sur ses origines, de pas nier la partie indigène, la partie autochtone, la partie amérindienne de ce peuple, qui est très importante. Et à partir de là, elle va s'habiller, elle qui s'habillait à l'européenne jusqu'alors, va s'habiller en terroine, elle va s'habiller dans un costume traditionnel le mexicain. Elle va porter ce châle, ce grand châle qu'on appelle le rebozo au Mexique, et qui est un châle traditionnel porté par les femmes de la campagne. Elle va coiffer ses cheveux comme on les coiffe dans cette région, elle va les natter, les enrouler autour de sa tête et porter des gros bijoux qui sont des bijoux ethniques. Ce couple va vivre une passion formidable, ils sont ensemble, ils se séparent, ils divorcent, ils se remarient, ils se trompent, ils s'aiment toujours, et jusqu'à la fin du dernier fin, ils seront ensemble, et elle sera sa muse, et il la fera toujours apparaître, comme on le voit là, dans cette fresque, dans cette peinture murale, où c'est à la fin de sa vie, elle va mourir en 53, hein, et elle est sur sa chaise à roulettes, sa chaise roulante, puisque entre-temps, elle a encore subi des opérations et elle a été amputée. C'est allé jusque-là. Donc, voilà. Et donc, c'est une chose tout à fait extraordinaire. On la voit encore là. On la voit à peu près, le Mexique d'hier et d'aujourd'hui. Et elle est engagée, comme lui, dans cette histoire d'inventer ce Mexique qui ne nie pas ses origines, mais qui les revendique. Elle raconte sa vie, je l'ai dit, et là, voilà, en 1936, donc quelque temps après ce mariage, elle fait sa généalogie, en quelque sorte, hein, mes grands-parents, mes parents et moi. Et c'est extrêmement important, parce que d'un côté, vous voyez très bien, avec la moustache blanche, etc., le côté allemand, donc la branche paternelle. De l'autre côté, la branche maternelle. Et cette branche maternelle est très intéressante, parce que sa mère, Matilda Calderón, est espagnole, d'origine en tout cas, mais
elle a épousé, sa grand-mère, pardon, est espagnole et a épousé en fait un Mexicain, un autochtone, un amérindien. Et Frida va toujours revendiquer cette part de son indianité, cette part de sa mexicanité. C'est la raison pour laquelle elle va adopter ce costume traditionnel, la raison pour laquelle elle ne va pas s'épiler les sourcils à l'européenne, la raison pour laquelle aussi, un petit détail très intéressant, je me souviens quand on était plus jeune, on disait toujours par les moustaches de Frida Kahlo. Parce que Frida Kahlo se laisse pousser elle a une petite moustache, un très fin duvet, et elle le conserve parce que c'est la preuve, là, en revanche, de sa part européenne. Et donc, elle garde comme ça, elle va tout le temps travailler sur garder ces deux aspects profonds, enfin, qui la constituent, sa part européenne et sa part mexicaine qu'elle va revendiquer. Et vous la voyez, là, alors elle est dans le ventre de sa mère. Il ne faut pas oublier qu'elle voulait faire des études de médecine. Et son père l'a toujours encouragée à observer le corps humain, la botanique, des planches anatomiques. On va retrouver ça à d'autres moments. Et elle se montre à la fois intra-utérus et puis en même temps petite fille dans ce jardin de cette maison bleue qui est la fameuse Casa Azul. Pour ceux qui peut-être d'entre vous sont allés à Mexico, ont peut-être visité cette maison bleue. Alors pourquoi bleu? Parce que le bleu au Mexique est une peinture prophylactique. C'est une peinture qui protège du mauvais sort, protège de tout ce qui peut arriver de mauvais. Malheureusement, ça n'a pas été très efficace, mais enfin bon. Et donc elle vit dans cette maison que ses parents avaient acheté. Son mari Diego va la racheter, va l'agrandir. C'est aujourd'hui une maison absolument formidable. Et ça va devenir son univers, parce que forcément, même si elle va voyager beaucoup avec Diego, elle a besoin d'un univers qu'elle va construire complètement. Elle construit sa vie, elle construit son image, elle se donne une nouvelle date de naissance et elle va construire un univers Casa Azul. Sa part d'indianité qu'elle revendique dans un tableau comme celui-ci, on ne peut plus clair. Ma nourrice et moi. Sa nourrice a un visage, c'est un masque aztèque. Elle est évidemment, cette nourrice, large et généreuse, et donc elle se nourrit au sein de cette figure qui est une figure emblématique de l'indianité, de cette mexicanité revendiquée dans un paysage où on voit la luxuriance, qui est aussi un des éléments importants de la peinture que les artistes mexicains savent très très bien traiter, avec ces énormes bouquets de fleurs, ces grands ramages, etc., qu'on trouve ici. Donc évidemment, elle se représente avec une tête d'adulte, enfant. Donc, on voit tout de suite déjà la manière dont elle va interpréter les choses, dont elle va inventer aussi une forme de peinture. Elle aurait pu imaginer un bébé qui lui aurait un peu ressemblé, par exemple. Mais pas du tout. Elle fait ce contraste formidable entre sa tête d'adulte et ce corps quasiment de poupée. Cette revendication de sa part mexicaine, très importante, sa douleur, elle l'exprime aussi à travers ce tableau qui est peut-être un des tableaux des plus grands formats qu'elle ait peint. Elle peint aussi, ce n'est pas négligeable, il faut le souligner, généralement des petits formats. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient venus voir l'exposition à l'Orangerie, peut-être, voilà. Et donc vous vous souvenez sûrement, madame, que c'était souvent des petits formats. Forcément, d'abord elle n'a pas la force, et puis elle les peint souvent chez elle. Celui-ci est exceptionnel et est un grand format. Et celui-ci, je peux vous garantir que les Mexicains ne le laissent pas sortir du Mexique. C'est leur Joconde. C'est exactement leur Joconde. J'ai supplié, je me suis mise à genoux. J'ai fait intervenir les ambassadeurs, rien à faire, ce n'est pas sorti. C'est un tableau effectivement pour eux très emblématique. Alors ce tableau, elle le peint alors qu'elle vient de se disputer, de vivre un drame une fois encore dans sa relation avec Diego Rivera, qui une fois de plus l'a trompé. Enfin, il est allé un peu fort parce qu'il a quand même trompé avec sa sœur, donc c'est un peu difficile quand même. Voilà. Non seulement elle a vécu la douleur dans son corps, mais elle a vécu aussi très douloureusement, des chocs psychologiques assez forts. Et pourtant, ces êtres-là ne se sont jamais vraiment séparés. Là, elle représente ces deux Frida, donc
en blanc évidemment l'européenne, l'autre en terroine dans ce costume traditionnel. L'une a le cœur malade et c'est le cœur de l'autre, de la mexicaine, qui vient soutenir et donner de la force à ce cœur malade. Ce cœur malade avec cette veine qui saigne, et elle essaie d'arrêter le saignement, enfin de cautériser la veine avec ces ciseaux qui ressemblent à des ciseaux de petits forceps. N'oublions pas, toujours pareil, qu'elle connaît aussi le corps humain, et la médecine l'avait intéressée vraiment beaucoup. Elles sont là toutes les deux assises frontalement un peu, et la mexicaine tient un médaillon. Et dans ce médaillon, malheureusement, il faut être devant le tableau pour le voir, dans ce médaillon qui est représenté Diego Rivera. Et donc voilà, elle le tient là, petit par la main. Et donc c'est un tableau tout à fait extraordinaire. Elle en parle d'ailleurs, elle raconte dans son journal qu'elle avait eu une vision comme ça, elle avait comme une sœur, une jumelle. Et donc ce tableau exprime à la fois sa souffrance, elle souffre dans son cœur, là encore. La colonne brisée est une métaphore au pied de la lettre, et là elle souffre dans son cœur, et c'est aussi une métaphore au pied de la lettre. Voilà, et elle va puiser son énergie dans sa part mexicaine. C'est une femme blessée, mais qui à chaque fois va se ressourcer dans ses racines. Ça, je pense que c'est une clé très importante. Elle parle des choses étranges, comme ce tableau avec ce titre, Ce que l'eau m'a donné. Ce tableau, je sais pas, oui, j'ai 1h15, c'est ça? D'accord. Ce tableau est très très étonnant et a donné lieu à un malentendu tout à fait extraordinaire. Un certain André Breton, le pape du surréalisme, est envoyé en tournée au Mexique par le Quai d'Orsay. Le Mexique est un pays extrêmement attirant. D'abord parce qu'il a fait cette révolution, parce que c'est un pays nouveau, parce qu'on a l'impression qu'il y a un souffle tout d'un coup là. Et donc beaucoup d'intellectuels vont venir, vont voyager. Et donc André Breton arrive à Mexico avec sa femme et puis avec leur petite fille, Aube, pour une tournée de conférences. Évidemment, ils vont chez Frida Kahlo et Diego Rivera parce que la Casa Azul et la maison, le double atelier qui se sont fait construire à Saint-Angèle sont un lieu de rassemblement, un lieu où tous les intellectuels passent, où tout le monde vient, où on fait la fête, mais on échange des idées, on y parle à la fois de Marx et de Freud. Donc c'était vraiment un lieu très très important dans le monde, dans le petit milieu intellectuel dans lequel évolue ce couple. Et elle peint ce tableau, titre énigmatique. Alors qu'est-ce qu'on y voit? Alors probablement on ne voit pas sa tête évidemment, mais les pieds en bout de baignoire. On a tous cette expérience d'avoir mis ses pieds au bout de sa baignoire. Les pieds, vous voyez, vous devinez une cicatrice peut-être sur l'un des... Je ne sais pas trop bien faire, mais attendez, je ne veux pas aveugler personne. Ça ne marche pas? Je ne sais pas le faire marcher. Peu importe. Donc, vous voyez, donc peut-être une cicatrice sur son pied droit. Vous voyez une robe qui flotte au premier plan. C'est sa robe, c'est son costume mexicain. Elle-même un peu plus loin, comme une sorte d'Ophélie, les cheveux traînant dans l'eau, reliés, elle est hanchée, enfin, elle a une corde autour du cou. Vous voyez ses parents. Ça, c'est le point rassurant. Hein. Ils sont là aussi. 2 femmes dans un lit. Et puis, l'Empire State Building, puisqu'à ce moment-là, on est en 1939, elle a plusieurs fois traversé la frontière. Diego Rivera, la conférence ne porte pas sur Diego. Donc, il a eu des grandes commandes aux États-Unis. Et ils sont donc allés à Detroit, à San Francisco et aussi à New York. Et donc, c'est comme une sorte de rêve, évidemment. Et quand André Breton arrive et voit ce tableau, il est absolument époustouflé. Parce que, il le dit d'ailleurs, il s'attendait pas à trouver un tableau qui pour lui est exactement un tableau surréaliste. Alors que avec ses proches en France, il discute justement du rêve.
voilà, de l'écriture automatique, de l'importance du rêve dans la création. Et là, il arrive, et effectivement, c'est un rêve, hein. Peut-être un cauchemar, en tout cas. Et donc, il est tout à fait subjugué. Il va encourager Frida Kahlo à venir en France. Il va lui dire que c'est formidable, qu'il faut qu'elle vienne à Paris, qu'on va lui organiser une grande exposition, etc., etc. Et elle, évidemment, elle est ravie. Elle est ravie, et donc elle va accepter de venir en France. Et alors, je peux vous dire que s'il y a une chose qui s'est mal passée, c'est bien celle-là. Parce que André Breton promet beaucoup, mais fait peu. Et en fait, quand elle arrive en France, rien n'est vraiment prêt pour l'exposition. L'exposition se passe à la galerie de Pierre Coll, qui était le galeriste de des surréalistes, hein, à ce moment-là, nous sommes en 1939. Et une galerie très très importante où tous les surréalistes ont exposé. C'était le galeriste notamment, par exemple, de Dali, pour ne citer que lui. Elle est très désappointée parce qu'elle s'attendait à être reçue par André Breton, puis il faut qu'elle se débrouille toute seule. Heureusement, il y a là Marcel Duchamp qui va l'aider. Elle en gardera une profonde amitié pour Marcel Duchamp. Finalement, l'exposition se fait, mais elle est désappointée parce que ce n'est pas une exposition Frida Kahlo, c'est une exposition d'art mexicain. Et là, il y a ces tableaux mélangés avec des objets divers et variés, des peintres plus ou moins bons, etc. Et ça la met un peu en rage. Parce que c'est pas du tout à ça qu'elle s'attendait. Elle rencontre, entre autres personnes qui va l'admirer comme peintre, qui va voir ses peintures à la galerie Coll et qui va trouver que c'est un peintre formidable, c'est Picasso. Picasso va admirer vraiment ses tableaux. Il va d'ailleurs lui faire un joli cadeau. Il va dessiner et faire des pendants d'oreilles en forme de main qu'elle portera. D'ailleurs, on voit des photos d'elle après à Mexico où elle a ses boucles d'oreilles offertes par Picasso. Donc, elle se lie d'amitié avec Duchamp. Picasso la soutient. Elle fait cette exposition, mais elle en garde vraiment. Je ne vous dis pas les termes qu'elle emploie pour parler des surréalistes français. Je ne les dis même pas en espagnol parce que sûrement beaucoup d'entre vous comprennent cette langue, mais elle est vraiment terrible. Elle écrit à son amant du moment, Nicolas Morel, qui est un photographe qui a fait d'elle des photos absolument sublimissimes et avec qui elle est en ce moment en liaison parce que là, ils se sont séparés. Ils sont sur le point de divorcer. Diego, et alors chacun prend sa liberté, elle aussi. De toute façon, elle a eu de nombreux amis. En 1937, elle a probablement une liaison avec Trotsky, quand Trotsky vient au Mexique et vit chez elle. Pas chez elle, chez Diego. Elle a probablement une liaison avec Noguchi, un sculpteur, avec un sculpteur japonais, peut-être aussi avec cette grande femme peintre qui est Georgia O'Keeffe. Donc voilà, elle a une vie amoureuse très libre qu'elle revendique tout à fait. Et voilà. Et donc elle a cet amant à ce moment-là et elle écrit. Donc il est à New York, elle l'a rencontré à New York. Elle lui écrit et elle dit des choses terribles. Elle dit c'est surréaliste, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur vie dans des cafés à bavarder et c'est tout ce qu'ils font. Ils font pas la révolution. C'est pas comme ça qu'on va arriver à faire quelque chose, à faire bouger les choses. Et elle est très désappointée. Elle est vraiment, voilà. Elle repart au Mexique, convaincue que vraiment ces Français, c'est rien du tout et pas intéressant du tout. Et à propos de cette idée qu'elle pouvait être un peintre surréaliste, Breton, qui a été enthousiaste et qui avait dit en voyant ces tableaux, c'est l'art de Frida Kahlo, c'est un ruban autour d'une bombe. La bombe, elle dit que c'est pas demain que les surréalistes vont la poser, en quelque sorte. Et bon, donc pour cette histoire d'être surréaliste, elle dit dans un entretien qu'elle a avec la grande photographe Gisèle Freund, qui a passé beaucoup de temps à la maison, à la Casa Azul, et on verra des photos d'elle tout à l'heure. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas. Je ne m'inquiète pas, d'accord. D'accord. Elle dit réellement, je ne sais pas si mes peintures sont surréalistes, mais je sais qu'elles sont la plus franche expression de moi-même. Et ça, elle le dira toujours. Hein. Elle dit, voilà, c'est ce qui compte pour elle. Voilà. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir. Bon, voilà. Ça, justement, puisque je vous parlais de Trotsky, c'était en 1937. Elle a offert ce tableau. Vous n'y voyez plus rien, vous? Si, on le voit, mais on le verra mieux tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Non, mais vous, oui, mais vous... Bon, très bien. Bon. Elle peint ce tableau
que justement Breton voit quand il arrive chez Frida, dans la fameuse maison bleue, qui est donc le rendez-vous des grands intellectuels. Et ce tableau, elle l'avait destiné à Trotsky, autoportrait dédié à Trotsky en tour de rideau, vous voyez le titre, là encore, en mexicaine. Elle s'est mise en scène de manière théâtrale, avec ces deux rideaux, comme ça, comme un rideau de scène, très, très fière, très belle. C'est une femme assez... elle construit son image sans arrêt, vous voyez. Elle aurait pu s'habiller... Il n'y avait aucune nécessité de s'habiller comme ça à Mexico à cette époque-là. La plupart des femmes dans la rue sont vêtues à l'occidental, sauf effectivement certaines paysannes. Donc toujours dans cette revendication, mais avec ce chignon, ses cheveux tenus en arrière, etc., ça lui donne un port de tête tout à fait extraordinaire. Donc elle offre ce tableau à Trotsky, qui en fait pour des raisons politiques, il ne traîne pas trop à ce moment-là. Il sera d'ailleurs, comme vous le savez, sûrement assassiné au Mexique. Et en fait, il va rester dans la maison. Et ça aussi, c'est un tableau qui va énormément séduire Breton. En plus, évidemment, séduit par les liens Trotsky, Frida Kahlo, etc. Allons bon. Pardonnez-moi. Petit problème technique, ça n'avance plus. Bon. C'est pas grave. On va s'en sortir. Il faut faire revenir la dame. Pendant ce temps. Donc, ce qui est intéressant dans l'histoire de Frida Kahlo, moi, ce qui m'a fascinée littéralement, bien sûr, c'est cette histoire très romanesque. Je pense que l'ouvrage dont le Paris Match vient de faire la recension doit traiter, comme celui de Gérard de Cortance ou celui de Leclésio, de cette histoire passionnelle avec Diego Rivera, de cet amour, je t'aime plus, etc. Mais bon, c'est important parce que il l'a quand même toujours soutenu. Il a merveilleusement bien parlé d'ailleurs de l'art de Frida, dont il dit qu'elle est un très grand peintre. Il la reconnaît comme un très très grand peintre. Mais laissons ce côté-là de côté. Ce que je trouve intéressant et fascinant, c'est comment cette femme, alors qu'elle en est à cette énième opération, qu'elle a commencé probablement pour supporter tout ça, à prendre des médicaments dont malheureusement elle va s'habituer. C'est souvent le cas avec les médicaments un peu forts pour supporter les douleurs, qu'elle va noyer parfois son chagrin dans de l'alcool, qu'elle va essayer de continuer à se battre coûte que coûte et de mener une vie dont les personnes qui sont autour d'elle témoignent comme de quelqu'un qui est plutôt toujours joyeux, qui accueille volontiers chez elle, qui va former d'ailleurs des élèves qu'on appelle los fridos, et qui va toujours se mettre en scène. Ça, c'est quelque chose qui est assez fascinant. Elle construit une image d'elle dans le moindre détail. C'est comme si aujourd'hui, tout ce qui nous fascine chez elle, parce qu'elle nous fascine... Tu fais une bêtise, moi? Non. Voilà, merci beaucoup. Donc voilà, c'est quand même mieux avec des images. Donc elle est fascinante parce que si aujourd'hui nous la connaissons, si elle est cette icône absolument extraordinaire, c'est pas moi l'icône, hein. Absolument pas. Si elle est cette icône extraordinaire, mais comment je peux savoir ce que voit? Ah d'accord, ok. Parce que moi, je ne suis pas tellement intéressante, finalement. Voilà, merci beaucoup, parce que franchement, c'est bien mieux de voir ça. Reconnaissez-le, honnêtement. Avec attention quand même. Oui, bon, mais quand même, je préfère voir, que vous puissiez voir ce dont je parle. Donc, elle se construit vraiment, et si nous la connaissons aussi bien,
si elle est devenue cette idole, si elle est devenue cette image mythique, c'est parce que patiemment, doucement, dans chacun de ses tableaux, dans chacun de ses récits, dans les correspondances, parce que c'est une dame qui a une correspondance extraordinaire, dans les pages de son journal intime, dans les pages de son journal intime, elle se livre beaucoup plus. Elle parle vraiment de sa douleur, elle parle vraiment de son chagrin, elle parle vraiment de ses colères, elle parle aussi de ses amitiés, de ses amours, c'est un peu différent. Mais quand même, elle arrive à exprimer des choses. Vous voyez, par exemple, dans ce double petit portrait, c'est minuscule, hein, l'œuvre n'est pas plus grande que ça. C'est presque comme une sorte de talisman. C'est fait avec des coquillages. C'est elle qui a fait le cadre aussi. Elle n'a pas seulement fait le portrait, elle a fait aussi le cadre, comme une sorte d'objet très précieux. Et il y a donc d'un côté une partie de son visage et de l'autre et une partie du visage de Diego, pour dire à quel point ils sont complètement liés. C'est un cadeau qu'elle lui fait pour un anniversaire. Et c'est dire aussi donc son amour constant pour cet homme, et elle y met donc avec ses coquillages, avec la lune qui la présente, elle y met aussi pas mal de symboles de ce Mexique qu'elle aime. Donc indissociable, c'est vrai, mais j'aime bien aussi quand même parler de sa peinture à elle. Là, quelques petits coups de pique. C'est un fait divers, c'est arrivé, vous savez, comme il en arrive tout le temps, des faits divers de ce type, malheureusement. Voilà, un amant qui se venge, qui tue sa maîtresse ou sa femme, enfin, et donc c'est un fait divers qui a attiré son attention, retenu son attention, parce qu'elle y voit évidemment quelque chose de sa propre histoire. Et d'ailleurs, dans le détail, cet homme qui a son petit couteau là en train de donner des petits coups de pique, il a un petit peu la tête de Diego Rivera quand même, un tout petit peu. Mais la violence s'exprime par aussi une chose tout à fait formidable, c'est le sang qui éclabousse même le cadre. Et donc, dans ce sang qui jaillit comme ça, on a une violence formidable. Et donc, c'est une mise en scène, c'est un tableau fait à partir d'un fait divers, mais en même temps, ça parle quand même d'elle. Voilà le fameux tableau. Les États-Unis, ça s'est pas très bien passé. Elle dit de New York que ça ressemble grosso modo à une cage à lapins. Elle trouve que les Américains sont sales. Voilà. Elle trouve qu'il n'y a rien qui va bien dans ce pays. Enfin, New York, ça lui plaît pas du tout. Mais il faut dire aussi qu'elle s'y sent très seule parce que Diego, il est occupé, il peint, il a des commandes, etc. Et elle, elle a quelques connaissances, bien entendu, mais pendant ce temps, elle ne peint pas. Et pendant tous les séjours où lui est en Californie ou à New York, enfin aux États-Unis, pour elle, c'est un peu des moments où elle met sa propre création entre parenthèses. Et bon, donc ça c'est un autoportrait donc à la frontière du Mexique et des États-Unis où on voit bien donc d'un côté, vous voyez le Mexique avec la pyramide de la Lune et du Soleil. Donc la robe, c'est une robe occidentale avec des gants de soirée. D'un côté, vous avez la belle nature, des herbes, des jolies fleurs, une sculpture aztèque, et de l'autre côté, tout est mécanique, tout est en fer, ces buildings sont tout à fait raides, et puis avec ces cheminées d'usines qui fument, qui polluent, probablement, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui, avec le drapeau américain qui part un petit peu dans la fumée. Et donc on voit bien, à chaque fois, elle raconte, c'est très très intéressant parce que c'est assez facile à lire une fois qu'on la connaît, une fois qu'on connaît un peu sa vie, assez facile à lire ces messages qu'elle fait passer. Et à chaque fois, il y a une chose dont on parle pas et c'est difficile d'en parler devant un écran, c'est une très grande technicienne. Ces peintures sont merveilleusement exécutées. D'ailleurs, dans son journal, on trouve des indications sur les peintures qu'elle utilise, comment elle les utilise, les techniques qu'elle utilise. C'est pas du tout un peintre amateur, ce qu'on aurait pu imaginer, puisqu'au fond, elle n'a pas de formation académique,
puisqu'elle commence à peindre après son accident. Elle n'a pas fait l'école des beaux-arts, etc. Elle n'a pas fait comme Diego Rivera à l'école des beaux-arts. Elle n'a pas fait le voyage en Europe pour apprendre à peindre, ce que fait Diego Rivera, ce que font la plupart des artistes à l'époque. Elle fait pas son tour en Italie ni quoi que ce soit. Elle est de fait pratiquement une autodidacte, mais elle va s'approprier, elle va très vite apprendre. Elle savait dessiner déjà, elle savait dessiner, mais on voit qu'elle sait aussi, elle est devenue un peintre au plein sens du terme, y compris dans la technique. C'est une artiste qui s'intéresse, qui nous parle d'elle. Ça, depuis le début, je crois que c'est assez clair. Contrairement à la plupart des artistes de l'époque qui parlent du Mexique, de la condition sociale, on le voit très bien avec les grands moulares, les grandes peintures murales de Diego Rivera. Mais de temps en temps, elle aussi, même dans des petits formats, elle porte un regard sur ce qu'elle voit dans la rue, sur l'autobus, avec évidemment toutes ces populations qui se côtoient à Mexico, à la fois une femme, une européenne, à la fois des mexicaines, à la fois une paysanne mexicaine avec son baluchon, ce petit gamin derrière, et puis la vie moderne, parce qu'il y a toujours cette confrontation aussi entre la vie traditionnelle et en même temps la vie moderne qui coexistent et qui font une des spécificités du pays. Elle s'intéresse beaucoup à l'histoire du Mexique, et ça c'est un tout petit tableau absolument incroyable, avec une petite figurine qui semble avancer vers nous, qui est une petite sculpture aztèque. Il faut savoir qu'elle va collectionner, Diego Rivera et elle-même ont constitué une très importante collection d'objets, de sculptures amérindiens, aztèques, et Diego Rivera va même faire un musée qui sera complètement dédié à l'art mexicain. Il porte un regard ethnographique, mais savant, vraiment. Il s'intéresse, c'est pas simplement parce que c'est beau et que ça fait un peu folklorique. Non, pas du tout. Ils ont vraiment un intérêt qui relève vraiment d'un intérêt ethnographique pour l'art du Mexique, et qu'ils vont collectionner. Et là, c'était tout à fait un tableau tout à fait formidable, tout minuscule, et avec cette petite sculpture aztèque qui semble venir vers nous, dans ce paysage désertique, avec cette porte lointaine là-bas, et qui semble signifier aussi, d'une certaine manière, ce qui s'est passé malheureusement, c'est-à-dire que la civilisation aztèque, elle a quand même disparu. La mort est très présente au Mexique, ça ne fait pas du tout peur aux Mexicains, ça fait pas du tout peur à Frida Kahlo, et elle s'intéresse aussi donc à ces rituels. C'est probablement un de ses voisins, le fils l'enfant d'un de ses voisins, qu'elle peint ici, mais souriant dans la mort, avec couché sur cette natte, avec toujours la présence des fleurs. La nature, les fleurs, les fruits sont très très présents dans son art. On retrouve ici encore cet intérêt pour ces paysannes mexicaines, ces femmes simples, qui sont aussi celles de son entourage, et qu'elle montre ici dans un exercice d'une grande simplicité. C'est un sujet quand même, une femme en train de tricoter. Est-ce qu'on peut trouver un sujet plus humble? Mais c'est cette humilité qui l'intéresse justement, dans ce sujet-là, ce regard un peu grave, cette tristesse au fond des yeux, et puis alors cette chose étrange, cette nature autour qui semble envahir, qui est aussi la caractéristique des pays d'Amérique latine, où la nature est très présente. On a l'impression de lianes qui s'entremêlent les unes les autres derrière ce portrait. Et je trouve ce tableau très fascinant parce que elle parle pas d'elle là, mais elle parle de quelque chose qui la touche aussi profondément. Elle porte un regard très tendre sur les personnes qui font son entourage. Ça, c'est un tableau tout à fait formidable aussi, cette jeune fille avec les deux pyramides, la pyramide du soleil et la pyramide de la lune. Donc on est en plein dans la culture aztèque, évidemment.
Et cette jeune fille porte un vêtement traditionnel d'une tribu Tehuacan. Et vous voyez, elle a un petit avion au bras. Ce qui veut dire, là encore, le passé est là, notre culture est là, mais nous vivons un temps moderne. Et la modernité est là aussi, mais ne doit pas empêcher de conserver des traditions. Et ça, c'est aussi un des aspects très intéressants de l'art de Frida Kahlo, qui, ne l'oublions pas, est engagée politiquement. Elle est entrée au Parti communiste grâce à une de ses amies, Tina Modotti. Tina Modotti est une photographe formidable. Il y a beaucoup de femmes photographes au Mexique à ce moment-là. Il y a beaucoup d'artistes femmes au Mexique aussi à ce moment-là. Et donc, elle a cet engagement très fort. Elle a cet intérêt pour l'histoire de son pays et cet engagement très fort. Elle ne parle pas à travers tout ça, elle parle aussi d'elle, évidemment, mais tout de même, pas que. Je vous disais son intérêt pour la nature morte, les fleurs, les fruits. Elle a peint souvent de ces grandes natures mortes, qui exaltent évidemment là encore les fruits mexicains, les fruits traditionnels. Enfin, c'est cette belle nature généreuse avec cette petite sculpture qui est en fait un chien, les fameux chiens sans poils. Par pitié, ne me demandez pas de prononcer le nom de ce chien, j'y suis jamais arrivée. Et donc, c'est une commande qui lui est passée. Et elle s'intéresse beaucoup à la botanique. Elle s'est toujours beaucoup intéressée à la faune, à la fleur, à la botanique. Il faut dire que dans J'ai dépassé ? Dans sa maison de la Casa Azul, elle a aménagé une vraie ménagerie. Il y a des singes, il y a ces fameux chiens mexicains, donc ces fameux petits chiens sans poils. Il y a des cygnes, il y a des tas de volatiles, des dindes, des lapins. Enfin, c'est une incroyable ménagerie. Elle s'est toujours intéressée à la botanique. Je disais, c'est son père qui l'a initié, qui a formé ce regard, qui l'a intéressé à la nature. Son père, grand lecteur, je le disais au début, de Schopenhauer. Et donc, dans son intérêt pour la botanique, elle rend ici hommage à un grand botaniste, Luther Burbank, et donc avec là encore, cette idée des racines qui s'ancrent dans le corps de l'homme. Donc l'homme est au centre quand même, et voilà, il pousse comme ça, et avec cet hommage rendu à ce grand botaniste. C'est une femme d'une culture immense. Elle lit de la philosophie, elle lit de la littérature, elle écrit merveilleusement bien. Ses lettres sont extraordinairement bien écrites. Elle écrit un peu de poésie. Elle s'intéresse à énormément de choses. Elle a une ouverture d'esprit qui est tout à fait formidable. On pourrait se dire que c'est probablement cette ouverture d'esprit, cet intérêt pour le monde, cet intérêt pour l'histoire, pour la botanique, qui fait qu'elle tient malgré tout. Au lieu de se renfermer, elle fait tout le contraire. Alors voilà, quelques autoportraits avec justement cette ménagerie. Il y a beaucoup de singes aussi. Elle adore les singes, elle en a plusieurs. Et elle se représente souvent avec ces petits singes. Donc, évidemment, elle se représente très, très souvent. Je vous ai dit, 72 autoportraits, c'est beaucoup. Mais enfin, écoutez, Van Gogh aussi, Rembrandt aussi. L'autoportrait, c'est une façon aussi de regard sur soi-même, une introspection. Elle est toujours la même et jamais la même, comme le remarque d'ailleurs très bien Diego Rivera, qui a merveilleusement su analyser les nombreux autoportraits de Frida, qu'il admire énormément. Donc, mais là encore, ce qui est intéressant, c'est une mise en scène dans la nature, avec ces animaux qu'elle aime. Donc, on voit très bien comment elle construit cette image qui va devenir iconique. Vous savez, c'est assez incroyable. Son visage à Mexico, vous le voyez quasiment partout. Sur des petits sacs en papier, sur des petits sacs en toile. Et même, ça m'avait frappé, sur un dos d'autobus.
t'ai dit, c'était pas très malin quand on sait que c'est un autobus qui a causé le drame du tramway. Mais bon, ça n'a pas l'air de les troubler beaucoup. Et donc, on la voit absolument partout. Partout. Les mugs, les tasses à café, enfin bon. C'est vraiment l'icône. Et ce qu'on voit souvent, c'est évidemment ces autoportraits-là. Alors, elle a ces chevelures magnifiques, ailes de corbeau, tressées. Et vous voyez, là, les Amérindiens de souche n'ont pas de pilosité comme ça. Hein. Donc, elle fait exprès de laisser sa petite pilosité, c'est sa part européenne. On la voit, là, avec toute sa petite ménagerie, avec son singe, ses fameux chiens, une petite sculpture aztèque, au milieu de son domaine, avec ses beaux cheveux nattés. Alors, peut-on, je ne sais pas si on peut dire qu'elle est belle. Moi, je la trouve très belle, évidemment. Mais c'est une beauté un peu étrange quand même, oui, très particulière et qu'elle va toujours cultiver. Elle crée vraiment un personnage. Elle devient elle crée son image iconique, elle élabore son mythe avec une précision absolument formidable, tout en racontant toujours des histoires de sa vie. Enfin, là, on en a un bon exemple. Cet autoportrait est très frappant. Il y a d'abord cette végétation derrière qui est le signe de la vie, hein, cette végétation qui envahit tout, qui est belle, qui est magnifique, qui est luxuriante, comme la végétation dans son jardin est luxuriante. Elle a un visage très sévère, un regard sombre, un peu perdu, et sur ce front, ce médaillon qui dit en pensant à la mort. Et qui est quand même une déclaration tout à fait bouleversante, parce que c'est vrai qu'elle pense à la mort, c'est vrai qu'elle en parle dans son journal, même si elle essaie toujours d'être très joyeuse et accueillante et ouverte. Malgré tout, la douleur est là et la souffrance est là. Et donc ce tableau, pratiquement, même si c'est juste, il se trouve que c'est juste 10 ans avant sa mort, hein, parce qu'elle est morte en juillet, le 13 juillet 1953 exactement. Même si c'est 10 ans avant, c'est prémonitoire. C'est juste avant qu'elle n'entame à nouveau des opérations qui vont la meurtrir d'ailleurs, et juste avant qu'elle veut se faire à nouveau opérer, et puis bon, il y a des complications sans arrêt. Et tout ça mène à cet autre autoportrait, derrière un masque, qui est le masque de la folie. Alors on la reconnaît, vous voyez le chignon, hein, le chignon apparaît au-dessus de ses cheveux violets, de ce masque très théâtral, avec ses yeux troués. On reconnaît sa belle main. Vous vous souvenez, le premier tableau que je vous ai montré, elle a des mains très fines et on sait qu'elle aime les gros bijoux, elle porte une très très belle bague. Il y a à nouveau cette végétation derrière qui envahit, qui constitue le fond. Mais ça aussi, c'est une image terrible, hein, c'est une image de la souffrance. Et en même temps, alors, dans cette prolifération des autoportraits, dans cette vie qu'elle mène, où elle s'entoure de gens, où elle a des amants, où elle boit, ou etc., ou pareil avec la Casa Azul et les doubles ateliers, parce qu'ils sont 2 ateliers séparés, ils ont aussi fait ça, bon, bref. Ils sont connus, on y fait des fêtes, enfin il y a des lettres échangées qui décrivent cette ambiance très festive. Et en même temps, bon, donc il y a ce côté un peu de la démesure, il y a tous ces autoportraits où elle construit savamment son image, mais où elle nous dit aussi sa peur et elle nous dit sa détresse. Et donc, Juan Rafael Coronel Rivera, dont je parlais tout à l'heure, le petit-fils qui écrit ce texte assez merveilleux qu'il intitule Les Anormaux, dit aussi que si on regarde bien ses œuvres et leur vie, on est peut-être aussi en face de deux narcisses, deux personnalités narcissiques formidables, qui c'est aussi pour ça une sorte de
perversité narcissique, dirait-on aujourd'hui, qui font qu'ils se sont à la fois aimés et déchirés, qu'il y a toute cette histoire, et elle a construit cette image-là. Mais là, je trouve, ça résume assez bien, finalement, cette idée de la normalité, de la folie, de la construction d'une image, mais d'une détresse tellement profonde. Peut-être c'est le tableau qui en dit le plus sur la profondeur à la fois, probablement de cet amour qui est un peu fou, mais qui la rend malheureuse, et de ce corps brisé avec lequel elle doit vivre. Elle construit son image, disais-je. Il faut savoir que dans sa maison, donc la fameuse Casa Azul, viennent énormément d'artistes et beaucoup de photographes sont venus et évidemment ont été séduits par la beauté de cette femme, par son charme, pour cette personnalité qu'elle a construite. Elle a tout inventé. Regardez là la coiffure, les fleurs dans les cheveux. En même temps, elle a un regard un peu triste. C'est dans son atelier. Elle a son tableau, là, les fameuses petites piques qui est en face d'elle. Et regardez, c'est amusant. Elle a encore piqué un couteau dans le cadre. Donc, beaucoup de photographes viennent la voir et ça va contribuer aussi au mythe. Car aujourd'hui, nous la connaissons autant, bien sûr, par son œuvre, par ses nombreux autoportraits, que par tout ce que nous ont laissé les photographes. Et parmi les plus grands, que ce soit des photographes mexicains, que ce soit des photographes allemands, des photographes françaises, et je pensais tout à l'heure justement à Gisèle Freud. Et là, il y a aussi une image très forte et très emblématique et qui explique ce qu'on pourrait appeler la résilience par là, justement, comment arriver à vivre. Là, elle vient à nouveau d'être opérée et ça s'est vraiment pas très bien passé. Là, elle vit quasiment sous morphine. Elle est vraiment pas bien. D'ailleurs, c'est à peine 2 ans avant sa mort. Et pourtant, elle continue à peindre. Elle fait le portrait d'un Indien Huichol, qui est tribu importante au Mexique. On la voit donc en train de dessiner, elle est presque souriante et elle a cette coquetterie formidable. Regardez, elle a sa coiffure, son chignon, elle a un vêtement brodé, elle est extrêmement soignée, elle a toutes des bagues à tous les doigts, les ongles bien longs, bien peints. Donc, elle construit son image, elle se met en scène, comme si elle savait qu'aujourd'hui, nous serions en train d'en parler, d'une certaine façon. Des fois, on peut se demander. La voilà, après cette opération qui va conduire à l'amputation, avec son médecin, donc, et avec cette mise en abîme, puisque Gisèle Freud, donc, il vient la voir, qui va passer pas mal de temps, qui va faire beaucoup de photos d'elle. Toutes les photos de Gisèle Freud prises dans la maison, à la Casa Azul, ont été publiées chez Albin Michel, je crois que c'était en 2010, si ma mémoire est bonne, avec une préface de Gérard de Cortance. Non, en 2013, je crois, quand on a fait l'expo. Et donc on la voit là, puis elle se représente dans le tableau avec son médecin, donc comme dans cette fameuse mise en abîme. Elle nous regarde, le visage est marqué, elle a beaucoup maigri, elle le dit elle-même d'ailleurs. On voit qu'elle est fatiguée, mais elle a toujours cette allure très fière et elle continue. Alors évidemment, à un moment donné, le vêtement mexicain, ces grandes jupes, ces grands jupons, ça sert aussi à cacher d'abord la pata de polo, après les nombreuses cicatrices, après etc. D'ailleurs, pendant un moment, quand elle vit notamment aux États-Unis, elle porte souvent des pantalons. Elle s'habille beaucoup aussi en homme. La voilà dans la maison, dans la Casa Azul, avec ses petits chiens et avec cette image. Je parlais de narcissisme tout à l'heure, avec cette image tout à fait formidable aussi que Lola Alvarez Bravo, qui est sa grande amie. Lola Alvarez Bravo est une très 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 grande photographe et c'est aussi une des très très grandes amies de Frida. Et c'est amusant, si on veut, de voir là justement ce jeu de reflets
précisément pour quelqu'un qui a peint autant de fois des autoportraits. C'est à nouveau un petit peu un jeu, et je ne veux pas croire que ce n'ait pas été mis en scène là encore. Et voilà encore une photo absolument magnifique. Elle est un peu dans l'ombre, mais elle est entourée de ses animaux. Elle est près de son bassin à nourrir ses canards. Et elle porte drapé magnifiquement ce fameux châle, ce fameux rebosso qu'elle porte, qui lui donne une allure folle, parce qu'au fond cette femme, elle a une allure folle. Elle est petite, elle est menue, elle a un corps brisé, et elle garde, elle est d'une beauté absolument incroyable, et elle a une allure tout à fait absolument extraordinaire. Ma dernière image, ça ne sera pas elle. Ça sera ce tableau qui est pratiquement parmi les derniers, très étrange, tout petit tableau, un petit cercle, vous voyez, huile sur aluminium montée sur un petit panneau de bois, comme une sorte de gros médaillon, un peu intriguant, sur le coup, qu'est-ce qui se passe là, presque une chose abstraite. Et puis on regarde, et puis il y a des flammes qui se jaillissent, et puis il y a une sorte de chose bizarre de nature, puis des plantes, et puis là, au milieu de cette chose tout à fait extraordinaire et au demeurant très esthétique, eh bien, apparaît un corps de femme, des seins, un sexe, comme une sorte, encore là, de vision qu'elle a, où elle va montrer qu'elle est finalement... Elle est un vrai peintre, elle invente, elle travaille sur des matériaux différents, elle aborde les choses de manière différente. C'est une grande créatrice. Elle n'a pas fait que se mettre en scène, et même si elle s'est mise en scène, elle l'a fait de manière magnifique. Elle est véritablement une grande actrice, une grande aussi, surtout un très grand peintre. Et quand je disais tout à l'heure le danger finalement d'aborder l'œuvre uniquement et d'abord par le prisme de la biographie, c'est ce risque de ne pas voir la qualité de l'œuvre, l'intelligence de l'œuvre, sa beauté. C'est ça le risque. Alors j'espère que ce soir j'aurai essayé de balancer entre les deux, de ne pas être tombée trop dans l'un et dans l'autre. C'est vraiment une femme extraordinaire. Et elle dit, alors qu'elle est sur le point de mourir, elle le dit à Gisèle Freud, je crois, « J'aimerais que la sortie soit joyeuse. » C'est quand même incroyable. « Et j'espère jamais revenir. » Voilà, c'est avec ces derniers mots qui sont aussi les derniers mots de Frida Kahlo que je voudrais arrêter. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé, et surtout que je sais que vous la connaissiez parce que on a tellement écrit sur elle, on a fait un film magnifique sur elle avec cette très jolie actrice Salma Hayek. C'est un mythe, c'est une icône, c'est une légende. Mais elle est vraiment une personnalité à la fois attachante, troublante et véritablement, comme le dit d'ailleurs Diego Rivera, un très grand peintre qui a beaucoup contribué à la renaissance de la peinture au Mexique. Merci. Ça vous a plu ? J'allais te dire merci beaucoup, mais c'est rien de le dire. C'était très touchant, et vous n'êtes pas tombé dans la caricature de sa vie, son histoire, et puis de s'apitoyer finalement. Je vais reprendre vos mots. Vous disiez tout à l'heure détresse profonde, allure fière, et finalement c'est bien ce qu'on voit dans ses œuvres. Et la thématique de nos entretiens d'ici cette année, c'est l'art salvateur, et je trouve que l'on voit tellement dans ces œuvres, effectivement, cette détresse parfois, cette beauté parfois, mais finalement, à un moment donné, on voit l'œuvre. Et c'est l'œuvre que l'on regarde. Vous disiez tout à l'heure que le cadre faisait également totalement partie du tableau et des œuvres, et c'est vrai qu'on peut le voir à chaque fois. Alors, elle a beaucoup peint,
Et vous nous disiez aussi tout à l'heure qu'elle avait beaucoup photographié. Ah oui. Vous pouvez nous en parler un petit peu suite à la découverte de 2010? Oui. On a fait une découverte effectivement en 2010. Donc, elle est née Casa Azul et elle est morte dans la Casa Azul, qui est maintenant le musée, un des musées dédié donc à Frida Kahlo, puisque à sa mort, Diego Rivera, qui est le propriétaire de la Casa Azul, décide de le donner à l'État mexicain pour en faire un musée. Et il y a là évidemment tous les souvenirs, il y a là les meubles, tout est là. Et Diego Rivera demande qu'on enferme un certain nombre de pièces d'archives dans 2 petites pièces, dans une salle de bain et une petite pièce attenante. Et il demande que cette pièce ne soit pas ouverte avant 50 ans. Il demande ça à son amie Lola Dolores Olmedo, qui est d'ailleurs un des grands musées, un autre musée consacré à Diego Rivera et à Frida Kahlo, qui se trouve pas loin de Mexico non plus, avec lequel nous avons travaillé. Et donc pendant 50 ans, et Lola, finalement, ou Dolores, ne fait pas ouvrir ces pièces juste 50 ans après. Elles ont été ouvertes en 2010. Et là, surprise, elles ont été ouvertes en 2010 parce que le conservateur de la Casa Azul, qui connaissait l'histoire, s'est dit quand même c'est pas possible. Bon, mais elle fait casser c'était muré, elle fait casser le mur. Et là, dans ces 2 pièces, plus de 6000 pièces d'archives. Vous imaginez ce que ça représente en volume? Et on découvre là un autre aspect de l'intérêt pour l'art de Frida Kahlo, et qui est lié d'ailleurs à son enfance, des photos, énormément de photographies. Elle a beaucoup photographié. Elle a photographié ses amis, son entourage. Elle a laissé énormément de documents. Elle a aussi collecté les photos que son père faisait. Son père était photographe, je vous l'avais dit au début. Ça a beaucoup contribué à la formation de son œil. Elle accompagnait son père quand il partait en tournée pour faire des photographies. D'autant plus que son père, elle avait un lien, elle était un lien très fort. Et donc probablement c'est par attachement, c'est par goût, c'est par intérêt, c'est parce qu'elle a été formée aussi par son père qu'elle a énormément photographié. Et donc on a trouvé là des objets divers, des lettres, des correspondances, des cartes postales, mais aussi des photographies qu'elle a faites et avec comment dire, elle recrayonne dessus, elle colle un gros baiser avec du rouge dessus. Enfin bon, c'est aussi très touchant. C'est une autre partie d'elle-même et de son œuvre qu'on découvre grâce à ces photographies. Alors elles n'ont pas toutes été publiées dans l'ouvrage préfacé par Albin Michel, parce que ça ferait une tonne. Et je suis même pas sûre qu'elles aient toutes été dépouillées encore, parce que dépouiller plus de 6000 pièces d'archives, je peux vous dire que ça prend vraiment du temps. Mais voilà, donc ça, c'est aussi un autre aspect, l'aspect photographe. On savait le journal intime, qui est manuscrit, raturé, avec plein de petits dessins dans tous les coins, et puis des collages, etc. Mais ça, on connaissait beaucoup de la correspondance, mais ça, c'est vraiment une découverte importante dans la connaissance une fois de plus, de sa curiosité pour toute forme d'art. Alors peut-être que vous avez des questions. Tout semblait clair et limpide. Pour la photographie, je pense aussi, pardonnez-moi, le fait d'avoir été très lié à plusieurs grandes photographes, donc à son amie Tina Modotti et aussi à Lola Alvarez Bravo, je pense que ça a pu jouer aussi, ça a pu l'entraîner elle-même du coup à faire des photos. Si vous n'avez... Oui. Attendez, on va vous apporter le micro. À Londres, l'année dernière, il y a eu une exposition avec ces tenues, ces vêtements. Est-ce qu'un jour, on aura l'occasion de voir en France? Ah, ça, malheureusement, je ne peux pas vous le dire. Je ne suis plus en charge du musée aujourd'hui, donc peut-être, pourquoi pas. Non, mais dans un musée de la mode, en tout cas, ça c'est tout à fait possible, un musée de la mode et du vêtement. Effectivement, oui, c'était intéressant parce que ces tenues sont merveilleuses. Elle a apporté beaucoup de soins, comme on le voit. Il y avait aussi une botte qu'elle mettait, je crois rouge, oui, qui a été
Découverte pendant les archives. Oui, dans les archives. Oui. De même, oui, tout à fait. Oui. Et puis il y a les bijoux aussi. Oui. Il y a les objets, il y a les bijoux, oui, tout à fait. Non, malheureusement, pour l'instant, nous en sommes tenus à la peinture. Mais on pourrait aussi imaginer de montrer les photos qui ont été trouvées récemment. Bon, je vais laisser peut-être, je voudrais juste vous lire, puisqu'on parle de cette femme si belle, Gisèle Freud a écrit des très beaux textes sur elle quand elle vient la voir, voilà. Mais la première fois, elle ressemble à une princesse aztèque. Des cheveux noirs et lisses lui couvrent les épaules. Autour du cou, elle porte de nombreux colliers indigènes en or et sur ses frêles épaules, un sarape en soie rouge. Frida Kahlo nous reçoit avec un grand sourire. Je vous laisse avec un grand sourire. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez un emploi du temps bien chargé. Vous êtes très sollicité. Et vous nous avez fait l'honneur de passer à Issy-les-Moulineaux ce soir. Nous en sommes ravis. Vraiment, merci beaucoup pour ce temps précieux que vous nous avez consacré. Et autour de Frida Kahlo, nous allons pouvoir continuer à échanger avec vous autour d'un verre Salon Élysée, comme à notre habitude. Merci beaucoup. Je voulais vous dire que ce fut un plaisir pour moi de parler de cet artiste que j'aime beaucoup et de me remémorer comme ça tout le temps de la préparation de cette exposition. Merci beaucoup. Prochaine conférence, comme le disait Monsieur le maire tout à l'heure, Camille Claudel, les abysses de l'imaginaire, avec Anne Delbé, le 7 novembre. À très bientôt donc. Là, vous avez une conférencière d'un niveau extraordinaire.